D'abord, je tenais simplement à vous remercier, à vous d'être présent ici cet après-midi et surtout à vous, Eric Fotorino. Et malgré toutes je pense, vos occupations, vous avez accepté de venir nous parler de votre dernier livre. Et il s'appelle simplement L'homme qui m'aimait tout bas, paru chez Gallimard. Et normalement, dans des livres, il y a écrit romans, récits, plein de choses. Et là, il n'y a rien. Et en même temps, peut-être c'était, je pense, j'extrapole peut-être les livres les plus difficiles pour vous avoir écrit. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai que je ne vais pas d'abord bonsoir à vous tous, et merci d'être venus m'écouter. Effectivement, au départ, ce n'était pas nécessairement destiné à devenir un livre, porté au regard du public. C'était des notes que j'ai commencé à écrire au lendemain de la mort de mon père, une mort assez brutale. Et quand, chemin faisant, je me suis aperçu que tout ça pouvait ressembler à un texte lisible, pour d'autres que pour moi et pour mes proches, puisqu'il était question de la filiation, qu'il était question de la paternité, de l'identité. Je l'ai publié comme ça, mais sans lui donner une étiquette. C'est vrai qu'en France, on aime bien cataloguer roman, récit, essai. C'est un texte qui appartient à l'écriture en langue française. Et c'est important ce que vous dites en même temps, parce qu'il y a quelque chose qui mérite explication. L'homme qui m'aimait tout bas, et vous dites à un moment donné dans le livre, tout passé est imparfait. Et j'ai l'impression que les titres indiquent quelque part cette imperfection dans l'intérieur. Oui, l'imperfection pour moi, ça a été d'abord le fait que je dois faire parler de mon père à l'imparfait, au passé. Et c'est vrai qu'il y a, quand on perd quelqu'un de cher, il y a un moment très curieux qui est ce passage justement du présent, il est, au passé, il était. Et évidemment maintenant ça m'est plus facile de dire mon père faisait ci, exerçait tel métier, était comme ci ou comme ça. Mais dans les heures et jours qui ont suivi, ce télescopage entre le présent que je voulais encore présent et le passé a été très douloureux, très brutal et inacceptable même d'une certaine manière. Et c'est vrai que ce passé était de cette manière-là une imperfection. Une imperfection, mais en même temps, vous parlez de cet imparfait, de ce passé, mais aussi à travers les livres que vous avez lus, et ça m'a beaucoup touché, moi personnellement, vous avez trouvé d'autres écrivains, d'autres personnes qui ont écrit aussi sur la mort de leur père. Je pense simplement à Roth et à d'autres écrivains. Vous pourrez trouver à peu près exactement la même chose que vous avez vécu. Oui, c'est vrai que lorsque mon père a mis fin à ses jours, c'était il y a un peu plus d'1 an, je me suis trouvé, comme nous tous de la famille, assez désemparé, évidemment. Et une chose que je ne fais jamais, je suis allé vers mes livres, les livres que j'avais écrits, certains il y a 20 ans, donc il y a une dizaine d'années, non pas par un narcissisme aigu, mais... C'est la première fois que vous les réalisiez d'ailleurs ces livres-là? Oui, c'est-à-dire que je les avais réaperçus quand ils étaient passés en livre de poche, on m'avait donné les épreuves, mais je ne peux pas dire que je les avais vraiment relus, et puis comme ça, rapidement, je n'étais pas entré dedans. Mais là, je les ai repris pour aller chercher quelque chose de très précis, notamment dans Rochelle ou dans le Territoire fragile. C'était des passages, ou dans Corsacope, où mon père était, où j'avais décrit mon père, où je l'avais décrit avec ses mains, avec son allure, avec, voilà. Et comme dans la vie il était mort, mais dans les livres, dans la fiction, dans le faux, il était encore vivant. Et bien sûr, j'ai eu aussi ce secours ou ce recours d'écrivains comme Philippe Ross, que vous avez cité, ou comme Paul Auster, qui, dans certains de leurs livres, avaient dépeint leur père, et Paul Auster, notamment dans L'invention de la solitude, les 50 premières pages de ce livre, je me souviens quand je l'avais lu, j'avais souri, je me disais c'est incroyable, que faire mon père, et pourtant il est en train de décrire mon père. Donc ça veut dire aussi que la littérature a cette forme d'universalité dans les sentiments, mais qu'il faut aussi dans les personnages comme les peints, de vous faire partager, de vous faire surgir le visage d'un être qui vous est familier alors que vous ne l'avez jamais rencontré. Et en même temps, relire et relier, c'est la même chose. Ah oui, je pense que l'écriture c'est un lien qu'on
essaie d'avoir soi avec des personnages, mais d'avoir soi aussi avec des lecteurs, comme vous l'êtes. Et bien sûr qu'il y a presque quelque chose de religieux, au sens que la religion, c'est ce qui relie aussi. Religere, c'est ça, c'est créer du lien. Et c'est vrai que ce livre-là a été pour moi une manière probablement non pas de créer, mais de préserver un lien dont je sentais qu'il venait de se rompre de façon tellement brutale. Je dis quelquefois mon père est entré dans ma vie par un séisme et qu'il en est ressorti par un autre séisme. Et donc, avec le fil des mots, toute la fragilité des mots, d'arriver à renouer quelque chose avant que ça disparaisse. Mais ce qui est étonnant, votre livre, ça aurait pu être un livre vraiment très, comment dire, très triste, très noir, mais c'est aussi en même temps un hymne à la vie. Oui, c'est d'ailleurs ça qui m'a, je pense, conduit à le publier. C'est-à-dire que, passer la première émotion, le choc, tout simplement, ensuite, j'ai essayé de l'évoquer à travers des choses très vivantes, très concrètes, nos balades à vélo, des choses tout à fait simples, hein, mais concrètes. Donc pour moi, c'est un livre de vie, un livre très vital, dont je dirais la source, évidemment, est un choc et une souffrance, mais de cette souffrance, j'ai essayé de la transformer dans quelque chose de vital, en effet. Et à propos des vies, des chocs et des reliés, c'est par un tour des passe-passe propres aussi à un romancier, à un écrivain, que vous voyez énormément de choses. Vers la fin du livre, vous racontez que peut-être à cause d'un accident de voiture qui a eu lieu à un moment donné, votre père a pu rencontrer votre mère. Et c'est comme ça des morceaux, des choses très différentes. Vous savez, vous reconstruisez vraiment toute sa vie. Oui, si vous voulez... Et votre existence en même temps d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que, comme je l'écris à un moment donné, j'ai l'impression d'être né le jour où il m'a adopté. Il m'a dit qu'il allait m'adopter, me donner son nom. Donc c'était des actes pour un adulte très, très fort, très engageant. Et évidemment, pour l'enfant que j'étais, c'était une sorte comment dire, c'était trop fort même. C'était tellement fort que ça ne pouvait que m'accompagner tout au long de mon existence. Et les 40 années ou presque qu'on a passées l'un près de l'autre, elles ont été éclairées, illuminées, structurées par cet acte initial de cette adoption. Oui. Et vous parlez de cette adoption, mais en même temps, vous montrez, vous décrivez tous ces personnages, vous parliez des mains tout à l'heure, et ces mains, c'est quelque chose. Oui, d'abord, ses mains, c'était son métier. C'était son métier parce qu'il était kiné. Un kiné à sa manière, ou à une manière un peu, je ne sais pas, on peut dire ancestrale, je ne sais pas si dans l'Antiquité il y avait des kinés, mais enfin en tout cas, quelqu'un qui avait compris qu'il fallait écouter les corps, il fallait écouter les gens, les souffrances, et puis essayer de les réparer, sans nécessairement beaucoup de techniques, mécaniques j'entends, mais avec une capacité d'écoute, une capacité manuelle, par la force des choses. À La Rochelle, on l'appelait l'homme aux mains d'or, et ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire que c'était quelqu'un qui, je me souviens beaucoup de gens qui avaient subi des opérations, pas toujours à bon escient, qui ensuite souffraient des jambes, des bras, des hanches, etc. Il arrivait non pas à les guérir complètement, parce que souvent c'était difficile, mais en revanche à les soulager, à les apaiser, en leur montrant qu'ils avaient eux-mêmes la capacité à diminuer leur souffrance par un certain nombre d'exercices, de positions. Et donc il était très à l'écoute. Je me souviens comment il demandait aux gens de marcher devant lui. Et assez vite, il voyait des choses quand il marchait. Et même quelquefois dans la rue, il disait, tu vois, lui, il a une scoliose ou une psychose, il commence à... Voilà. Et c'est souvent, c'est ma lecture aussi, j'ai l'impression que c'était quelqu'un où les sens jouaient un rôle très important. Regarder, voir, le fait, entre vous, la complicité aussi, le fait de se regarder simplement, oui. C'était beaucoup plus qu'un très grand discours. Oui, c'est quelqu'un qui effectivement d'abord était assez silencieux, je ne peux pas dire, c'est parler, c'est pas bavard, mais c'était pas quelqu'un de très bavard. En revanche, il y avait quelque chose dans son regard qui montrait qu'il voyait tout, il voyait beaucoup de choses. Et il était capable juste de vous faire la remarque suffisante pour corriger ou faire en sorte que... on voyait qu'il était à l'écoute avec l'œil. Certains ont l'oreille absolue, lui on peut dire qu'il avait peut-être l'œil absolu, il voyait très bien les choses.